Je suis ravie de vous voir ici avec nous pour cette soirée qui va être présentée par le collectif Pérou, qui est une association créée en 2012 qui se définit comme un laboratoire de recherche-action sur la ville hostile, conçu pour faire s'articuler action sociale et action architecturale. Ce soir, ils vont surtout parler d'une période de leurs activités avec des partenaires en réseau où ils étaient très impliqués dans ce qui s'est passé à Calais avec la construction collective du jungle, de la documentation que Pérou a fait avec d'autres collectifs et artistes, et des questions de comment continuer à rendre visible et discuter de la signification de ce lieu et de ce qu'elle lègue au futur. Je vais, je pense, passer la parole à Sébastien Thierry, le responsable de coordination des actions du Pérou, pour présenter un peu les autres intervenants et commencer à vous présenter leur travail à Calais. Sébastien. Merci, merci Catherine, merci à Cosmopolis de nous inviter, de nous faire prendre part à la fois cet espace de pensée, de dialogue et d'exposition qui pose la question des constructions, de l'intelligence collective, des constructions et des collectifs qui, à travers le monde, en particulier avec cette focale sur l'Amérique du Sud, peut-être nous conduit à rénover les pensées, le répertoire en tous les cas de ce qui fait l'urbanité des villes et des pratiques d'architectes et d'artistes et de leurs articulations à des problèmes, à des enjeux sociaux et politiques. Et donc il y a un certain nombre de collectifs assez extraordinaires d'ailleurs, beaucoup qu'on ne connaît pas ou très peu ici. Et je crois que c'est assez, comment dire, enfin pour nous c'est vachement intéressant de tester d'une certaine manière la possibilité de notre présence ici. Il n'y a pas tant nous, le Pérou, qui peut effectivement se définir de temps en temps comme un collectif aussi d'architectes, et en tous les cas où il nous est arrivé de construire, ou d'élaborer, ou de construire dans les bidonvilles de l'Essonne, etc. Mais là c'est un travail que l'on a fait, et Cosmopolis nous a invités sur ça, sur le travail que l'on a fait à Calais depuis 2 ans. Et quand je dis la possibilité d'être là, c'est la possibilité de penser ensemble la reconnaissance de Calais, de la jungle de Calais, comme participant de ce territoire de pensée, de ces urbanités et qui s'inventent collectivement, et de tester donc la possibilité de répertorier, de qualifier ce qui s'est passé à Calais comme une de ces expériences urbaines contemporaines, et non pas, et donc c'est là que j'en viens vraiment aux enjeux du Pérou, et non pas comme un cloaque ou comme un territoire innommable, inqualifiable, ce qui est effectivement le discours officiel ou relève des représentations du sens commun, disons, et qui a fait que, vous le savez tous, la jungle de Calais a disparu et a été détruite il y a exactement 1 an, suite à une procédure et suite à effectivement une décision de justice qui a confirmé que ce lieu-là était inqualifiable, innommable, indigne, insupportable. Et donc il y a tout un répertoire de la négativité. C'est de la négativité pure, voilà, qui vient vivement en confrontation avec notre présence ici, et représentant ce qui s'est construit à Calais, et donc la possibilité de penser ceci, non pas comme de la négativité pure, mais aussi comme de la construction, mais aussi comme une cité potentielle, c'est la manière dont on l'a qualifiée. Et à partir de là, comment ceci peut dérégler des façons de penser, des façons de faire, et comment même cela peut dérégler des procédures judiciaires qui conduisent
à ce que des pelleteuses soient mobilisées sur ces territoires-là. Donc c'est vraiment nous les questions qu'on se pose qui sont évidemment complexes avec beaucoup de modestie parce que c'est pas... et on va présenter le travail qu'on a fait, on sait bien que c'est pas à la force de ce travail-là que l'on va empêcher le passage des pelleteuses, mais c'est d'une certaine manière se questionner sur ce qui fait loi, sur ce qui commande que les pelleteuses passent, et comment nous parvenir à s'outiller, à outiller la collectivité autrement avec des représentations, des récits, des narrations qui permettent peut-être d'avoir force de loi, y compris très concrètement, qu'est-ce que l'on peut traduire, transmettre à un juge qui doit se prononcer sur la destruction ou pas de la jungle de Calais. Alors on a un certain retard puisque les pelleteuses sont passées et qu'on est toujours au travail de penser ça, mais c'est aussi, puis on en reparlera aussi, avec la conviction que Calais n'est pas un accident ou un événement comme ça ponctuel, mais sans doute que Calais va se réinventer à Calais et ailleurs, et c'est déjà le cas d'ailleurs de toute façon, et que les situations que l'on a vues se développer largement à Calais, d'ailleurs on parle de Calais et de la jungle comme si c'était même un événement circonscrit dans le temps depuis 2015, alors que ça fait des années que des situations de campement, etc. existent dans le Calaisie, et on le sait en Europe, et on le sait de plus en plus. Voilà, comment parvenir à anticiper d'une certaine manière des nouvelles situations telles que celle de Calais, et comment ne pas repartir de zéro, comment ne pas se retrouver sans cesse à la traîne dans des procédures, dans des élaborations de textes, d'images, etc., qui conduisent à ce que la pelleteuse repasse, à ce que de nouveau on place et déplace les personnes, à ce que de nouveau cette violence soit faite, et que la reproduction du même soit conduite. Alors, voilà, là c'était sur des questions un peu lourdes qu'on essaie de se poser. Donc on a travaillé avec des sans-abri à Avignon et à Paris, dans des bidonvilles de l'Essonne, avec des personnes dites roms, et puis depuis 2 ans à Calais, avec de nombreuses personnes avec lesquelles nous sommes mis au travail de décrire et de redécrire ce qui s'affirmait, ce qui se construisait, ce qui s'inventait, en vue de constituer une forme de pièce à conviction permettant de effectivement contredire un certain nombre de narrations et après des formes de publication visant à essayer d'obstruer le passage aux évidences et à ces évidences selon lesquelles, encore une fois, tout doit disparaître, les constructions et les hommes avec. Alors voilà, autour de la table, tiens, il se met... donc moi je suis coordinateur des actions du Pérou. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ce micro, mais c'est vraiment... je souhaiterais que cette introduction soit... Parce qu'elle est tâtonnante aussi, et puis je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui sont un peu lourdes et un peu trop facilement posées sur la table là. Donc avec Antoine Aignon, qui est aussi membre du Pérou et néanmoins sociologue, et avec lequel on a travaillé à Calais, et plutôt à l'interface entre le bidonville et la ville, se questionnant sur ce que la présence de la jungle faisait à la ville. Et encore une fois, c'est une question aussi qui nous importe beaucoup, c'est qu'est-ce que ça nous fait faire, en fait, qu'est-ce que la jungle nous a fait faire, qu'est-ce que la situation dite de crise a fait faire à des Calaisiennes et Calaisiens, et un certain nombre d'actes et de gestes qui n'ont pas été répertoriés, et qui pourtant étaient effectivement des formes de promesses d'une hospitalité à venir, qu'on a essayé encore une fois de consigner et de traduire. Si je continue, Zimako Jones, Mel Jones, qu'on a rencontré à Calais dans la jungle au tout début, je crois quand on a commencé à travailler en octobre 2015. Zimako était déjà habité la jungle. Zimako vient du Nigeria. Et très vite, Zimako a déjà construit l'espace dans lequel il vivait et co-construit, on va en parler, plusieurs écoles, plusieurs lieux, dont une école qui a été extrêmement importante dans la jungle, l'école laïque du chemin des dunes, et qui a été, c'est aussi important, on y reviendra, reconnue par la juge du tribunal administratif de Lille en janvier 2016 comme un lieu de vie, et qui a, dans un premier temps, bien que l'école
de ses actes constructifs, etc., est traduite par un juge, et jusqu'au point où effectivement, à un moment donné, ou un temps, cette qualification-là peut faire aussi obstacle au passage de la jungle. Donc effectivement, d'une certaine manière, et c'est bien ce que l'on défend, donc Zimaco Jones est un architecte, constructeur, qui a créé un lieu de vie dans la jungle de Calais, et qui à ce titre a toute légitimité d'être là autour de la table avec nous, évidemment, et dont le travail aussi a toute légitimité d'être représenté à Beaubourg, à Cosmopolis. Et ça, c'est pas une mince affaire, c'est vraiment une question cruciale, et c'est une question qu'il faut que l'on questionne ensemble. Et puis, sur ma gauche, Nicolas Jeunesse, qui est un des fondateurs et membre du collectif Sans Plus Attendre, avec lesquels on a travaillé donc pendant cette année et demie à Calais à décrire, et donc il va nous faire part de ce travail-là, donc collectif d'architectes, d'urbanistes, de photographes et autres d'ailleurs, sans limite, et qui ont mené une enquête, on reviendra peut-être aussi sur ce thème, extrêmement précise, à consigner, à documenter, à relever, ce joli terme d'architecture, aussi à relever tout ce qui s'est construit, presque, en tous les cas, une liste qui se voulait exhaustive de ce qui s'est construit dans la jungle de Calais, et un peu autour d'ailleurs, et ainsi faisant apparaître par la documentation des systèmes constructifs, de l'intelligence collective en acte, des organisations, etc., des lieux. Et Charlotte Coher, architecte aussi, qui a travaillé aussi d'une autre manière, mais en même temps dans la jungle aussi. Quand je dis d'une autre manière, c'est aussi avec d'autres questions, d'une certaine manière, mais avec d'autres techniques de représentation, et c'est aussi, et donc il nous en parlera, de la manière dont le dessin, et dont des postures même de dessin, ou des techniques de dessin font apparaître autre chose et encore autre chose, et notamment sur des situations un peu plus précises, ou en tous les cas sur des organisations comme ça, particulières dans la jungle. Et c'est dans la démultiplication, voilà, de ces techniques de description que nous avons essayé de faire apparaître ce qui n'apparaît pas dans voilà, sous les radars officiels, et à qualifier, encore une fois, ce qui est officiellement inqualifiable. Alors, peut-être que je voudrais juste illustrer d'une certaine manière ce que j'évoque là. Donc ça, c'est un site internet qu'on a alimenté au fur et à mesure de ce travail, donc dès le début, qui est vraiment très très simple, c'est-à-dire que c'est comme un feuilleté d'études. On appelait ça, à chaque fois qu'on rentrait des éléments dans ce site, on les appelait des études, et qui sont à la fois des études qu'on a produites chemin faisant, et puis aussi des études qui nous ont été données par voilà, d'innombrables personnes qui étaient dans la jungle à travailler à la relever. Donc par exemple, parce que c'est aussi voilà, singulier là, ce travail qui est un travail de vidéaste qui travaillait avec un drone, et qui donc très tôt nous ont on les a rencontrés, nous ont donné ce document, donc qui est aussi donc on a glissé dans la, je vais peut-être, le son n'est pas très nécessaire. Donc là vous voyez la bande des 100 mètres qui a été un premier déménagement, j'allais dire aménagement, sans ménagement, constitué par les pouvoirs publics afin de mettre à distance la jungle de la rocade qui passait juste à côté. Et vous voyez effectivement là, enfin, un visage de ce que l'on nomme depuis tout à l'heure, enfin de ce que je nomme depuis tout à l'heure jungle. Je reviens aussi sur ça parce que Zimaco n'est pas du tout d'accord avec moi sur cette nomination-là, et il dira pourquoi, et il a raison aussi. Enfin, il a raison, enfin en tout cas on en discutera. Voilà, et il présentera aussi un certain nombre d'éléments qu'il a fait. Donc ça, c'est un visage, voilà, aussi réfléchir à la manière dont des techniques de représentation nous font apparaître ce qui a disparu et ce qui était censé ne pas avoir d'existence. Et donc là, en l'occurrence, ce drone qui survole ce territoire,
on voit le théâtre, le Gutschen Theater, on voit l'école de Zimaco, bon, voilà, on n'en voit plus. Et donc une certaine forme d'organisation qui est effectivement décrite, une certaine part. Et on voit au fond, à droite, là, les algécos de ce qui... voilà, le camp organisé par l'État, et qui accueillit 1500 personnes, le camp dit Jules Ferry. Donc voilà, c'est autour de ce territoire-là que l'on va discuter ce soir, et en se posant encore une fois toujours la question de la manière, des techniques de description, de la manière dont on qualifie ce qui est encore une fois réputé inqualifiable, et qu'est-ce que l'on fait de cela, c'est-à-dire quelle forme de narration et quelle forme de publication donner à cela pour encore une fois agir, réagir en riposte à ce qui fait loi, aux narrations qui se transmettent et que notamment qui vont jusque sur la scène judiciaire et qui font que les pelleteuses ou pas passent. Antoine, je vais te passer juste pour que tu me contredises un peu sur ça. On ne va pas contredire, là. C'est bien que tu aies pris cette image des drones, parce que je pense que la question de la jungle, au moment où elle a lieu, et de la jungle aujourd'hui, au moment où elle a disparu, éclaire de façon un peu différente le travail qu'on a fait, qui prend un statut politique un peu d'urgence, c'est-à-dire qu'après avoir dit un peu Jungla delenda est, il faut détruire la jungle, comme une espèce de slogan d'évidence. Et maintenant qu'elle a été détruite, il y a un autre slogan qui peut se dessiner, c'est « il ne s'est rien passé ». Et je trouve que se passer quelque chose, là, le français est une langue admirable pour ça, là. Il y a des expériences qui ont eu lieu et qu'il est très facile d'enterrer ou de réduire ou de mettre dans des cases. Et un travail de publicité, mais au sens le plus fort de publicité, rendre public, c'est-à-dire transformer en un problème commun le problème des migrants, la crise des migrants, les guillemets qu'on peut mettre, c'est aussi lutter contre quelque chose qu'on peut appeler l'invisibilisation, en donnant un poids très, très physique, très matériel à ce travail d'invisibilisation. Ça veut pas dire que des choses étaient un peu cachées et puis qu'on les met sous le tapis, ça veut dire que de façon très active, et pas seulement pour la jungle, il y a une sorte de politique de l'invisibilisation qui ressemble à celle de la pauvreté au XIXe siècle. Il faut surtout ne pas voir ça, rendre propre, dégager les avenues. Et donc, d'un point de vue purement matériel, ça ressemble à cette politique de pelleteuse, de recasage dans des endroits décents, comme on dit, comme si ailleurs les personnes mêmes étaient indécentes ou indignes. Mais plus globalement, c'est ce qui est frappant dans les politiques, qu'elles soient plus de gauche libérale ou qu'elles soient plus de droite, c'est que la principale chose, c'est de ne pas les voir, ne pas voir non pas seulement les migrants eux-mêmes, mais ne pas voir le problème. Je trouve que c'est assez amusant par les temps qui courent d'avoir presque en même temps le scandale des paradis fiscaux, le scandale du harcèlement, parce que c'est exactement ça, des problèmes publics, comme disaient les pragmatistes américains à Chicago, et on vivant à peu près le même genre d'expérience. C'est-à-dire qu'il faut nous rendre compte que ces problèmes ne sont pas leurs problèmes. Ils sont liés, mais de façon absolument immédiate, à l'ensemble de nos problèmes actuels. Et c'est probablement ça qui a beaucoup intéressé aussi tous les visiteurs qui, de toutes sortes, militants, curieux, journalistes, aides, volontaires, sont venus à la jungle, c'est qu'ils voyaient là une image même condensée, localisée, de tous les grands problèmes actuels. La circulation des biens, il y avait des camions sur la route la plus fréquentée d'Europe pour aller faire du commerce entre l'Angleterre et l'Europe. Il y avait les industries détruites, le chômage. Il y a aussi tout simplement la nouvelle financiarisation du monde qui fait qu'il y a un pillage systématique. Nous, on est bien dans nos démocraties parce que l'ensemble de nos biens vient du pillage du tiers-monde et ça s'est jamais vu de façon aussi violente. Tout ça, les migrants sont au cœur de ce problème-là. Donc loin d'être cette espèce de problème marginal et qui demanderait une sorte d'assistance aux miséreux, on est au cœur de nos problèmes. C'est pour ça qu'on ne veut pas les voir. En exagérant un peu, peut-être, je ne sais pas, mais je pense qu'avec ce thème de l'invisibilisation, il ne faut pas seulement le voir comme une politique des pouvoirs publics, il faut le voir comme ceux d'une société comme la nôtre. Ça ressemble, c'est peut-être un peu outré comme exemple, mais celui de l'esclavage. Les philosophes, des démocrates, des gens qui étaient en train de penser la République, ont accepté
l'esclavage, ça veut bien dire qu'à un endroit donné, on s'est dit non, ça n'est pas de l'esclavage. Non, je ne suis pas inhumain moi-même en traitant des Noirs comme étant non pas des humains, mais mes esclaves. Si je me le dis comme ça, je ne peux pas le faire. Et donc là, à mon avis, dans ce silence étonnant, cette invisibilisation des migrants, il y a une peur de cet ordre-là. Donc, on a les deux parallèles habituels, un geste, un peu de commisération, donc logeons-les dignement, mettons-en 2000 là, ben, 2000, vous avez la maîtrise de ce chiffre, là, pour ne pas voir l'ampleur du problème, ou alors, panique, fermons-nous, fermons les frontières, chassons-les. Et dans ce cas-là, je dis juste ça pour ça, le fait même de réorienter notre action sur le fait de rendre public, de témoigner, mais le mot témoigner n'est probablement pas le bon, hein, de rendre visible ce qui s'est passé, ça devient un geste politique qui redéfinit même d'une certaine façon le politique. Hein, c'est peut-être d'autres petits points que je peux faire. Je pense que moi, je ne viens pas du tout comme sociologue pour appliquer de la sociologie. J'apprends dans la jungle d'expériences limites, d'expériences de fragilité qui sont en même temps extrêmement créatives. Et à cet endroit-là, on apprend ce que c'est qu'une autre façon de faire politique, qui est non pas de s'opposer avec une certaine bonne conscience, de s'opposer à un système, mais de voir au contraire dans toutes les failles de ce système se recréer des mondes à venir. C'est ça le pari un peu positif du Pérou, c'est pas du tout d'édulcorer la situation, dire ces migrants sont très gentils ou bien c'est beau ce qu'ils ont fait. La jungle est une horreur, elle a été créée par les conflits politiques entre la mairie, des argumentations avec les ministères de l'Intérieur, elle a été mise dans l'endroit le plus sale du coin, le plus loin de la ville possible, et alors il n'y a pas dû d'édulcorer ça, et là-dessus, pourtant, avec cette force collective que donnent aussi les situations de crise forte, c'est créé quelque chose qui, vers la fin, avant d'être détruite, ressemblait à une ville méditerranéenne comme il y en a tant. Hein. Donc un des slogans un peu provocateurs du Pérou, c'est qu'une ville, c'est un bidonville qui a réussi. Donc c'est ça qu'on veut dire quand on dit que cette expérience-là, il ne faut pas la raser, ni physiquement avec des pelleteuses, ni maintenant, historiquement, je dirais, comme un non-événement, quelque chose qui ne s'est pas passé. Il faut lui redonner toute sa consistance comme un événement du futur, tout simplement. C'est ce que l'idée de ville potentielle dit aussi. C'est non, ces problèmes d'inégalité nord-sud, d'accroissement de la misère ou du pillage, des questions d'environnement, hein, qui aussi font partie de ces problèmes publics, et de cette refermeture sur elle-même des États-Unis qui disent, ben oui, on se rend compte que pour vivre riche chez nous, on n'essaie plus maintenant de rendre tout le monde riche, c'est pas possible. Et donc on reste riche chez nous et on s'oppose aux autres pays du monde. Donc on est dans des situations qui sont des situations de violence globale forte, et les migrants, c'est ceux qui sont sur cette frontière-là, hein, qui ne viennent pas là pour s'amuser, qui viennent là dans des situations de contraintes très fortes de leur pays, et qui s'aperçoivent que tous ces problèmes sont les nôtres, sont un autre, un peu curieux, un autre qui est ce monde actuel, c'est cette espèce d'envers de la mondialisation, là, qui était vue d'en haut comme une organisation bénéfique qui apporterait le bonheur à tous, et qui maintenant se joue réellement. Il n'y a plus un problème local qui ne fait pas directement écho à nos façons de fonctionner. D'où l'importance, je pense, moins de témoigner qu'on ait fait de lancer des récits pluriels, de remettre des images, de remettre des mots et de faire exister ce qui a existé. C'est comme ça que je vois un peu le travail actuel du Pérou. Sébastien faisait allusion à une situation politique qui n'était pas facile, pas forcément claire. C'est assez différent que cette injonction politique habituelle à l'action. Il s'agit pour le moment peut-être au moins d'agir. Il faut agir et aider, après tout, construire des baraques, s'occuper à ce que la chapelle soit plus vivable, abritée, accueillir, c'est très important. Il faut aussi faire exister cette question comme étant la nôtre, ce nôtre étant à construire, là, nous, eux et nous, ensemble, dans ce monde actuellement fragmenté, mais fracture, fragmenté, faille, fragilité, c'est les mêmes mots, et c'est sur les failles de ce monde pluriel en train d'advenir, avec des horreurs et avec des richesses et des créations fortes, une invention collective forte, qu'il y a une chance, peut-être, sans garantie, de promouvoir d'autres façons de gérer, je mets entre guillemets le mot gérer, cette crise des migrants, tous ces mots-là étant à mettre entre guillemets. Merci, très bien. On peut aussi, je sais pas, sortir de ses gonds, poser des questions, être pas d'accord, ça, sinon on tourne. Nico ? Oui ? Allez, Nico. Je te file
Bonsoir, vous m'entendez comme ça? Oui. Je ne vais pas trop revenir sur ce qui a déjà été dit et sur l'importance de se souvenir de ce qui s'est passé. Je vais plutôt essayer de vous raconter assez rapidement comment j'ai travaillé avec tout un groupe sur ce lieu, sur ces constructions. On était une dizaine de personnes avec majoritairement des architectes mais aussi des photographes, des journalistes, des urbanistes et une géographe. S'être retrouvés un petit peu par hasard dans un camion pour aller découvrir ce que c'était que cette construction. Et on a entamé un travail en fait de relever des constructions qui avaient été réalisées par les habitants de la jungle. Avec non pas l'idée, comme on en a l'habitude quand on est architecte, de faire des projets, de construire, d'apporter des solutions, parce que ça a été un réflexe assez fort au début, mais plutôt de rendre compte, de regarder et de représenter les constructions individuelles ou collectives qu'on pouvait rencontrer là-bas. Donc on a mis en place, après un certain nombre de visites, on a fonctionné un peu sous forme de résidence, en fait, toutes les 2 semaines, pendant à peu près 4 mois. On a défini un protocole assez simple pour finalement dessiner ces bâtiments, comme les architectes ont l'habitude de le faire, avec des plans, des coupes, des façades, en essayant de montrer la variété des constructions et des usages qu'on pouvait trouver justement dans ce lieu, qui très vite, quand on est arrivé sur place, nous est apparu comme une ville, avec toutes les fonctions que la ville pouvait contenir, des équipements collectifs, des lieux religieux, des zones de logement, une rue principale, tout un tas d'échanges et d'histoires qu'on peut trouver dans n'importe quel quartier de ville. Et en essayant de se cantonner au dessin et de faire ce qu'on sait faire d'habitude, on a essayé de retranscrire par des détails, par des dessins, par une série de légendes que vous allez découvrir là, toutes les histoires et tout un tas de fonctionnements ou d'anecdotes, d'histoires qu'on pouvait recueillir là-bas, puisque c'est vrai que c'est un lieu où il y a énormément d'échanges humains, tout le monde se parle, tout le monde s'invite, on est tout le temps sollicité dans énormément de rencontres. Donc on va... Est-ce que tu peux faire défiler Sébastien, s'il te plaît? Je vais essayer de vous commenter très rapidement. Donc ça, c'est une carte de la jungle avec les lieux qu'on a visités, dessinés, repérés. Il y a une photojournaliste qui s'est occupée de faire des interviews qui sont venues alimenter finalement les planches que vous allez voir. On a essayé plutôt de présenter ça, comme vous voyez sur la droite, par le biais des fonctions, des usages. Se faire beau, cuisiner, manger, accompagner, lire, recevoir. Et apprendre, puisqu'il y a une partie sur l'école de Zimaco aussi, mais je pense qu'il vous donnera plus de détails après. Certaines rencontres, ça c'est par exemple un travail de Clara Luz-Kaiser, qui est géographe, et qui a travaillé avec les usagers de la jungle, qui soient afghans, anglais, irlandais ou belges, sur des cartes mentales pour représenter justement le lieu en fonction de leurs usages, leurs habitudes, leurs liens avec le boulanger, le pâtissier, tout ça. Et donc ça, c'est par exemple une étude, comme je vous parlais tout à l'heure de protocoles, de choses assez régulières, où on commençait à chaque fois avec une image, une photo, mais qui n'était pas représentative du bâtiment lui-même, puisqu'on a essayé justement d'utiliser le dessin pour regarder différemment ces constructions. Donc ça c'est un shelter, par exemple, c'est un abri, comme il y en a énormément, qui sont venus remplacer les tentes assez rapidement, que ce soit par une association anglaise ou par des charpentiers français. Il y a plusieurs modèles en fait qu'on retrouve de cabanes. Et donc cette étude-là, l'idée, si vous voulez, c'était d'essayer de représenter ces bâtiments comme on l'aurait fait avec n'importe quel bâtiment. C'est-à-dire que le même soin, le même détail, le même genre de représentation, et de garder les photos plutôt pour des intérieurs, des objets, non pas des plans un peu généraux. Ça c'est une mosquée par exemple, qui était construite juste à côté d'une grande cuisine collective, et à chaque fois, vous voyez en jaune, on essaie de faire ressortir un petit peu quelque chose de particulier, des gens qu'on avait croisés, un objet ou alors un aménagement en particulier justement.
Ou là, par exemple, des écritures sur le nom de la mosquée, qui s'appelle la mosquée Bilal Ben Rabah, qui est le premier muezzin, compagnon de Mahomet. Mais elle s'appelle tout Bilal Ben Rabah, en fait, les mosquées, donc on était un peu perdus au bout d'un moment. Ça, c'est un exemple de cuisine collective de jeunes Belges qui sont venus avec une tente et qui se sont retrouvés à construire une espèce de forteresse qui fabriquait environ 1000 à 1500 repas par jour. Ils distribuaient gratuitement ces repas. Donc vous imaginez la logistique qu'il faut derrière. On parlait d'intelligence collective, de construction à plusieurs. Ça, c'est un assez bel exemple puisqu'il y a un collectif d'architectes belges, une association qui fabrique des repas, des bénévoles anglais, avec même des chambres sur place qui se sont relayées pendant à peu près un an pour distribuer des repas quasiment tous les jours à hauteur de au moins 1000 repas par jour. Ça, c'est donc l'école laïque du chemin des lunes. Ouais, on pourra y revenir avec Zimaco. Qui est pas juste une école, il y a un dispensaire, il y a des infirmiers, il y a des salles de cours, il y a des chambres, il y a énormément de choses. C'est comme une espèce d'ensemble de bâtiments, d'équipements collectifs. Ça, c'est un hammam dans lequel on peut venir... En fait, là-bas, les douches sont limitées à 3 minutes, ce qui crée une certaine tension entre les gens. Pas mal de bagarres qui sont justement 6 minutes, on dit là-bas. On a plusieurs témoignages, mais en tout cas, c'est assez court. Donc là, c'est un lieu où, moyennant 1,50 €, 2 €, donc c'est ça qu'il faut les avoir, on pouvait passer à peu près 3/4 d'heure à se laver tranquillement, à se faire couper la barbe. Donc il y a un certain confort qui peut être trouvé là. Ça, c'est une autre bénévole. Il y a une petite mention, et ça, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder ce qu'il y a sur la plateforme Réinventer Calais sur la warehouse, qui veut dire hangar en anglais, et qui est un lieu qui a abrité environ 50 associations qui ont, que ce soit pour construire des abris, trier des vêtements, préparer des repas, et offrir tout un support logistique matériel aux habitants de la jungle, occuper ce hangar pendant plus d'1 an, avec des chiffres qui donnent mal à la tête quand on voit ce que les gens peuvent justement construire ensemble, organiser ensemble, avec énormément de bénévolat mais aussi énormément de salariés. Il y a eu énormément de recrutement, de CDI dans les associations, énormément de carrières en fait qui ont été amorcées puis très vite avortées ensemble. Et peut-être l'objet le plus représentatif de cette warehouse, c'est ce shelter, qui est une espèce d'abri d'environ 2,50 m par 2,50 m, une espèce de petit cube en bois préfabriqué, qui a permis de finalement remplacer les tentes, comme je vous disais tout à l'heure. Il y avait environ 80% des habitants de la jungle à la fin qui disposaient d'un shelter, à 1, 2, 3, 4 personnes. Ça pouvait se monter très rapidement, et l'usine dont je parlais à l'instant, on a produit plus de 40 par jour pendant à peu près toute une saison. Que ça, c'est aussi un exemple d'efficacité, d'économie, de productivité, entre guillemets, assez incroyable. On voit juste sur ces exemples que ça peut servir à dormir. On a vu des cuisines, on a vu des douches, on a vu des boulangeries, on a vu tout un tas de fonctions qui sont installées finalement dans ces shelters. Alice était une bénévole. Le Kaboul Café, encore un café, parce que boire du thé, manger des nanes était quand même une activité assez première dans la jungle. Il y a peut-être une église orthodoxe éthiopienne, qui est une véritable citadelle en fait au milieu de la jungle. C'est le bâtiment le plus haut de la jungle, avec une charpente quand même assez incroyable, avec des fortifications autour, avec des gardes qui surveillaient l'entrée pour permettre de filtrer, pour que ça reste un lieu calme, gérer un peu le débit et éviter aussi certains conflits. Et puis finalement, des lieux réservés à des Éthiopiens ou à des Érythréens qui pouvaient ici venir se laver, manger, être ensemble. Un lieu assez particulier en tout cas. Une librairie, très petite mais très compacte, avec des livres absolument partout. 3 tôles et 4 cailloux pour tenir le toit, ça suffisait. Il y avait beaucoup d'enfants qui allaient justement dans cette librairie. Ça, c'est une maison communautaire de Bidoun du Koweït, qui est une communauté qui ne vit pas très bien au Koweït, puisqu'il n'existe pas en fait. Donc ils ont quelques problèmes par rapport à ça. Il y a un mouvement permanent de gens qui venaient, qui remplaçaient les uns les autres dans des chambres communautaires. Ça, c'est un bâtiment construit par Charpentiers sans frontières, je crois, qui est une permanence juridique qui permettait de recueillir les plaintes pour agression policière ou maltraitance de gens en colère dans le quartier, qui
était un très, très joli bâtiment, qui était un des éléments un peu remarquables de la jungle, qui a malheureusement brûlé sans que personne ne sache pourquoi. Ça, c'est un des nombreux restaurants, le White Mountain, avec une photo d'une série pakistanaise beaucoup suivie par énormément d'habitués. Du thé, des chichas, des naans, des plats, c'est vraiment un lieu de convivialité, un peu comme un grand salon de thé, un fumoir. Et puis alors ça, c'est une espèce d'album photo que je découvre. Voilà. Tout simplement, de souvenirs. Voilà. C'est très difficile, en plus je sais qu'on n'a pas énormément de temps et j'ai pas envie de vous raconter toutes les 1000 histoires qu'on a pu vivre là-bas. En tout cas, avec le recul, je me rends compte plus aujourd'hui finalement de la valeur que peut avoir ce travail, dans le fait de se souvenir de ce que ces gens ont pu construire ensemble avec quand même très peu de choses, très peu de moyens. Si j'étais un peu caricatural, je dirais que c'est quand même un exemple d'économie, d'écologie, de vivre ensemble, de débrouillardise, d'entraide et de tolérance que j'avais jamais vraiment croisé avant. Et s'il y avait peut-être une chose que j'aimerais bien rappeler et essayer de garder en tête pour la suite, que ce soit pour moi dans ma pratique ou pour d'autres cas de figure, puisque comme ça a été dit auparavant, je pense qu'il va y avoir d'autres jungles, il va y avoir d'autres shelters, warehouses et compagnie. C'est quelque chose qui a été extrêmement inspirant et qui montre qu'on peut vraiment construire des choses incroyables avec très très peu de moyens. Et je trouve qu'on devrait s'inspirer un peu plus de cette expérience-là plutôt que de la confiner à l'oubli. Tout à fait. Eh bien, c'est exactement sur ce sur quoi je vais rebondir, car c'est en tant qu'architecte que j'ai regardé la jungle et comment dans ma pratique elle m'est apparue comme même une source d'inspiration pour les urbanistes que nous sommes. Pendant le travail fait à la jungle, évidemment, la jungle n'était pas encore détruite, hein. Donc on n'avait pas ce recul. Je m'excuse, je vais lire un texte et puis si je m'appelle, ouais, et puis j'arrêterai. Voilà, tu me diras si c'est pénible. Donc, beaucoup de confrères et autres disciplines travaillent aujourd'hui sur les villes dites inclusives, sur le droit à la ville, c'est-à-dire le droit de tous à être pleinement acceptés dans les villes et non pas rejetés en périphérie. Donc, ces recherches tentent à fabriquer des modèles de villes qui prennent en compte toutes les populations à rebours des villes excluantes. La France même prône cette démarche dans les pays dans lesquels elle déploie son assistance humanitaire, mais pas ici, pas la jungle. Si nous partons du principe que les villes excluantes ne sont pas souhaitées, il nous faut donc trouver des outils d'inclusion. Et je me suis appuyée sur l'énorme ressource, le chargement d'espoir, d'énergie, de vie, comme vient de dire Nicolas, qu'ont été mes séjours à la jungle, pour explorer en moi et autour de moi ce qui pouvait être le ressort de cette énergie vécue, de cette vivacité de groupe, etc. Donc mon désir profond est d'outiller l'urbaniste que je suis pour les projets à suivre. L'étude du camp de Calais était presque vue comme la visite d'un urbanisme exemplaire, en exagérant. Et exemplaire, c'est certain qu'il le soit, puisque j'avais jamais été aussi emballée par des séjours de visite des lieux professionnellement ces dernières années. C'est donc valeur d'exemple dans certains faits, malgré évidemment les apparences de taudis. L'unique façon d'exprimer à quel point détruire la jungle me semblait être un massacre, sans passer par les préjugés partisans, était de le relever, d'essayer de comprendre les qualités rencontrées dans la jungle. Décrire ce qu'on ne sait pas reproduire me permettait d'exprimer également ce qui manque dans nos villes. C'est-à-dire que c'est plus une ville que j'ai rencontrée là, mais c'est une ville, en certains points, mieux que ma ville. La comparaison entre ce que les spécialistes de la production urbaine savent faire émerger et ce qu'il est beaucoup plus difficile ou tout au moins rare de faire advenir était d'autant plus facile que j'avais à côté l'exemple de production antagoniste à 2 pas, on l'a vu tout à l'heure dans le drone presse, qui était le village de Container. Et un peu plus subtilement, le camp de Grande-Sainte. 2 camps, juste à côté, qui étaient issus d'intentions quasi opposées, mais certainement conçus par des maîtres d'œuvre et des gestionnaires appliqués et compétents, et pour produire sincèrement au mieux des quartiers d'accueil comme on sait le faire. Des constructions qui, quand l'esthétique finale n'est pas ostensiblement carcérale,
séduit largement la société civile, y compris une partie des militants en faveur des migrants. Je me suis donc lancée à la recherche de ce que nous ne savons pas reproduire, ce que j'ai trouvé dans cette ville que je ne trouve pas dans ma ville, ce que nous ne savons pas reproduire dans nos camps de réfugiés, dans nos villages d'insertion et apparemment dans nos villages temporaires. Je n'ai évidemment souligné dans mon étude que les éléments qui ne peuvent pas avoir lieu, donc on peut croire à une certaine naïveté par rapport, par exemple, je ne parle pas de la condition des femmes, je ne parle pas de la boue, etc., parce que j'ai voulu focaliser sur ces choses qu'on ne savait pas reproduire. L'avantage de la jungle, c'est qu'a priori, les hommes qui y vivent ne se sont pas encombrés de superflu. On pourrait les nommer même les nouveaux architectes minimalistes. Nous pouvons donc considérer que tout ce qu'on y trouve est essentiel, ce qui est assez pratique quand on fait une étude. Donc je vais présenter succinctement ce que Sébastien montre, qui sont les 3 thèmes qui constituent mon étude, qui sont pour moi, selon mon travail, les 3 ressources d'une urbanité durable. Le premier thème, c'était celui du business. Flagrant, lumineusement présent, les commerces de la jungle activent une masse conséquente d'effets secondaires. Ça peut paraître banal, mais nous savons tous à quel point il est difficile de faire pousser dans nos villes, dans nos bourgs, dans les commerces. Et leur essor dans la jungle révèle probablement une péréquation délicate, mais qui eut lieu malgré le fait que l'argent et le business soient pourtant interdits à ces gens, puisqu'un réfugié n'a pas le droit de travailler. Je ne suis pas vraiment légitime pour affirmer quelles conditions ont permis cette péréquation d'un essor entrepreneurial incroyable, mais on peut quand même observer, et c'est ce que je disais dans mon étude du business, qu'on était sur un réseau de nœuds routiers européens avec une aide alimentaire parfois un peu humiliante pour des cultures qui sont trop fières, ou en tout cas trop blessées de devoir faire la queue pendant 2 heures pour prendre un sac en plastique de nourriture, donc il fallait développer autre chose. Certains types d'alimentation qui étaient incompatibles avec l'alimentation humanitaire conventionnelle qui était proposée. Aussi, il y avait la promesse d'un temps long, c'est-à-dire que cette jungle, comme elle était officiellement acceptée au départ par l'Amérique, il y avait une relative stabilité qui a permis de projeter quelque chose. Des personnes capables d'investir, il y a des investisseurs qui sont arrivés dans la jungle avec la ferme intention d'investir et certaines personnes qui avaient un pécule de départ conséquent, et des personnes en capacité physique et morale de pouvoir monter des projets. Et ça, tous ces ingrédients font que ce qui a eu lieu a eu lieu, qui sont des effets, qui sont une péréquation rare, mais dont ce n'est pas uniquement le commerce qui est juste l'effet de cet essor entrepreneurial, c'est tous les à côté qui se sont produits par le commerce. Ça a grandement amélioré le confort de vie dans la jungle. Évidemment, les inégalités réapparaissent. Il n'était pas question de dire que tout était ouvert pour tout le monde, etc. Il y a des inégalités, comme disait Nicolas, ça reste une ville, un quartier comme d'autres quartiers avec ses inégalités. Mais il y a une autonomie financière qui s'est retrouvée pour certains. Ça a été beaucoup plus facile pour les touristes et pour les Anglais et les Français de venir à la jungle parce qu'on mangeait très bien, parce qu'on pouvait même y dormir. Parfois, j'y ai dormi. C'est-à-dire qu'avoir un endroit où on peut recharger son téléphone, où on se sent bien, où on va se poser pour discuter, débriefer, dessiner ses plans, on peut rester pendant 5 heures sans que personne nous embête, etc. C'est un confort pour venir travailler, aider, comprendre ce qui se passe et se faire surprendre, qui va bien au-delà de juste le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de faire un business. Voilà, et puis donc tout autre ressort avec la possibilité peut-être à certains, je ne sais pas si ça a eu lieu ou pas, mais de rencontrer un investisseur, et puisque les 8 boulangeries de Nannes avaient tant d'essor, peut-être que quelqu'un a dit moi tu m'intéresses avec ta boulangerie de Nannes, viens on va monter un business à Calais, ou je ne sais pas, il y a peut-être eu des rencontres qui ont amené à une insertion plus large. Donc ça, la première, c'est le business. La seconde, c'est le collectif. Le mot communauté, Mirès, il n'avait pas cette connotation un peu éthique, donc j'ai appelé cette étude symphonie.
pour décrire les traces, les lieux d'une espèce de symphonie communautaire. Une superposition de groupes plus ou moins conscients et plus ou moins mis en réseau, qui éloigne radicalement la jungle de nos théories urbaines de pseudo-villes denses, de nos cadastres, avec le plein, le vide, l'espace public, l'espace privé. Là, le public et le privé étaient complètement remélangés, et une superposition de groupes de solidarité, d'amitié, d'urbanité, était vraiment très riche dans cette ville-là. Je sais pas où... Voilà, symphonie. Non, vas-y, tu peux continuer un peu symphonie, comme ça je regarde. Donc ça, c'est nos cadastres de villes conventionnelles. Et puis derrière, c'est des études de toutes les formes de privatisation qu'on avait. Alors par exemple, dans la Main Street, j'ai, on va dire, jaugé ce qui était privé du public un petit peu avec les regards. C'est-à-dire que quand je pouvais passer et que personne ne me regardait, j'estimais qu'on était vraiment dans un flux presque comme une ville à Paris, etc. Et plus j'avançais dans des zones qui étaient jusqu'au privé, plus on commence à me dire bonjour. Ça veut dire que je suis dans un endroit qui est un petit peu plus privé. On me dit bonjour, viens, rentre dans ma maison. Là, ça veut dire que je suis presque déjà chez lui, peut-être déjà chez lui. J'ai l'impression d'être dans la rue, mais c'est pas le cas. Et puis on me dit bonjour avec un regard moins sympa ou quelque chose comme ça. Je pense que j'ai été trop loin, donc je dois peut-être être dans la cour privée ou la cuisine extérieure d'un groupe, etc. Donc c'était toutes ces formes d'interpellation qui me permettaient de comprendre un petit peu ce qu'on a plus avec nos portes d'entrée et nos cadastres jaunes et blancs, quoi. Et donc cette ouverture des espaces publics, ou en tout cas cette ouverture des espaces privés, ça permettait évidemment la rencontre. Si j'ai pu y dormir et faire des rencontres, c'est pas que je suis plus courageuse ou que je suis très sociale, c'est parce que quand on passe au milieu d'une espèce de grande cuisine collective avec des gens qui nous disent de venir, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire que la rencontre se fait beaucoup plus facilement. Et moi, ça me manque dans ma ville. Enfin, la dernière étude en cours, c'est une réflexion sur l'hospitalité. Mais qui font plutôt l'hospitalité non comme une morale, dans le sens où mon hospitalité, ce serait plutôt le droit de faire hospitalité. Faire hospitalité à qui on veut, et c'est assez précieux, et non pas demander l'hospitalité à quelqu'un. Il est extrêmement difficile de garder le droit de faire hospitalité quand on est logé dans des camps surveillés, des villages bardés d'agents sociaux, etc. C'est soit interdit, non, c'est très très souvent interdit. C'est pourtant ce qui revient le plus dans l'espace de la jungle. C'est les plus grandes douleurs de conversations qu'on a eues dans la jungle, c'est ces gens à qui on prive le droit de faire hospitalité. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a plus le droit d'avoir des bouteilles de gaz, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus recevoir quelqu'un pour l'inviter à boire un café, et donc la rencontre devenait beaucoup plus compliquée quand on ne peut pas avoir du café à offrir. Et donc... Là, il y avait là le plat du pauvre. Toujours, évidemment, on partage le plat. La chambre d'amis, des multiples signes d'invitation, des écriteaux, des signalétiques à n'en plus finir, de bienvenue, de welcome in home, etc., qui sont des signes où on dit « j'ai le droit de t'inviter chez moi ». Et on a travaillé régulièrement dans des situations de villages temporaires, etc. Et l'interdiction de faire hospitalité est d'une violence phénoménal. C'est bien pour le rencontrer, pour l'accueillir, pour s'adresser à quelqu'un. Donc voilà mes 3 études. Pour renforcer encore un tout petit peu mon discours, pas trop chiant, afin de renforcer les ponts entre la jungle, qui obtient quand même une difficile légitimité urbaine dans le sens commun, et une difficile influence sur les villes, les vraies villes. Je peux associer ces 3 études avec l'exposition récente à la Biennale de Venise d'un Canadien qui a essayé de raconter quels étaient les outils d'une ville inclusive, et le pavillon allemand a décidé de représenter l'Allemagne avec ces outils-là.
qui s'appelle Arrival City, qui est un livre de Doug Saunders qui a été traduit et qui dit que la ville inclusive, c'est une ville avec un prix de l'immobilier abordable, un accès à l'emploi, des commerces de petite taille et de petites échelles faciles à monter, un accès au transport public et le droit à rester entre personnes d'une même culture pour s'aider. Cithèse qu'on retrouve manifestement dans la jungle. Cithèse qui gagnerait à s'éloigner d'une architecture d'urgence, de réfugiés, mais puiser leur légitimité et leurs objectifs dans le vocabulaire d'un urbanisme durable. Voilà. Zinaco, je croyais qu'on voyait l'école. Non, ils n'ont pas tout dit. On revient sur les images de la... Attends, juste, je vais voir. Voilà, on est bien fini là. Sur l'école. Bonsoir à tous. Moi, c'est Zimako Mel-Jones. J'ai un message à passer. Pour moi, si la France, si les Calaisiens ont voté Natacha Bouchard, ce qui est sûr, ils ont voté l'immigration. Si les Niçois ont choisi Estrosi, ce qui veut dire qu'ils ont choisi l'immigration. Si les Français ont voté Nicolas Sarkozy et François Hollande, fils de migrants, je suis sûr qu'ils ont voté l'immigration. Et ces derniers, ce sont mes neveux et mes nièces. Aujourd'hui, ils nous tournent le dos et ils ferment les frontières. Nous sommes bloqués à Calais. Moi, j'étais arrivé en France en mars 2013. J'étais à Nice. Puis la nuit de 31 décembre 2014 au jour de l'an 1er janvier 2015, j'ai fait un rêve. Puis j'ai vu dans le rêve j'ai eu un message de venir à Calais, créer une école pour tous, une école laïque pour changer l'image de l'immigration. J'ai pris ma bagage, je suis descendu à Calais début mars 2015, d'où j'ai construit la première école sans l'aide de personne. Un seul monsieur qui m'a écouté sur tout le territoire, qui m'a acheté une coupe. Et Dieu merci, j'ai pu couper les branches des arbres pour créer la première école. Et l'inauguration de la première école était faite le 11 juillet, samedi le 11 juillet 2015. On n'a pas chanté la Marseillaise en ce moment. Et puis l'école très médiatisée, c'était sur un terrain de 7 mètres sur 4. Normalement en France, c'est une classe pour 3 ou 4 personnes. Mais le jour de la rentrée, lundi le 13 juillet, on a eu plus de 80 élèves au premier cours. L'école était victime de son succès, super médiatisé en plus, et j'ai décidé d'agrandir l'école. Puis j'ai agrandi la classe adulte 3 fois plus grande que la première, une classe pour les enfants parce que les familles arrivaient, c'était l'été, les familles arrivaient en masse et les enfants se promenaient dans la boue. Pour moi, prendre soin de ces enfants est très nécessaire parce que les villes d'à côté, Calais et Ouaplage et Marc, les enfants ils vont à l'école, ils se promènent pas dans la boue, ils sont pas désespérés. Mettre les enfants sur le bon chemin était une nécessité pour moi. D'où j'ai construit l'école des enfants, une infirmerie parce que si quelqu'un est blessé dans le camp, les pompiers ils mettent 4 heures de temps avant d'arriver. Et si la personne il est atteint parfois des blessés, on est obligé de les mettre dans des couvertures, les soulever pour rejoindre les pompiers sur la rocade portuaire. C'est pour ça que j'ai construit l'infirmerie. J'ai construit aussi un cybercafé pour qu'ils essaient de se communiquer avec leur famille, écouter les musiques du pays, se rapprocher du famille. Une cuisine pour les enfants, parce que les enfants à Calais aussi, une fois à l'école, ils sortent en récréation, ils mangent à l'école. Les enfants chez nous aussi, ils doivent manger à l'école. J'ai construit un terrain de jeu aussi par l'intermédiaire des Anglais. Et voilà le terrain de jeu au bon milieu. Et une fois en récréation, ils montent sur le terrain de jeu, ils prennent leur plaisir, ils prennent leur temps. On fait la projection de films pour les enfants, c'est-à-dire les dessins animés et des films pour les réfugiés adultes aussi. Des films sur l'immigration, des films sur les courses de voitures.
Et derrière, il y a les 4 chambres qui peuvent accueillir au moins 35 bénévoles venus des 4 coins du monde. Pour moi, dormir sur le terrain est très important. Si le gouvernement français peut dormir, prendre une tente, aller dormir à Stalingrad ou soit à la Chapelle, je suis sûr que le lendemain, il trouvera vite le problème. S'il dort, quelqu'un qui dort dans une chambre à 4 étoiles et qui mange 3 fois par jour, il y a de l'eau pétillante, il y a de la salade, il y a de la viande, il y a du vin, du whisky, il ne trouvera jamais le problème. Spécialement, j'aime pas le terme jungle parce que pour moi, quand on dit ils habitent dans la jungle, ils ont tous peur de moi parce que si vous approchez de moi, je viens ici, je vais vous dévorer tous. J'ai changé le nom de jungle en forum pour le respect des droits humains. Sarkozy, comme je l'ai dit, Sarkozy, Escrozi, tous leurs papas étaient migrants. Personne, aucun journaliste n'est allé frapper à leur porte. Oh, voyez, aujourd'hui, vous êtes issus de l'immigration, qu'est-ce que vous pouvez faire? Oh, personne n'a jamais dit Sarkozy était un migrant. Aucun journaliste n'a pas dit ça. Pourquoi il nous appelle aujourd'hui? Mais pourtant, nous sommes les oncles de Sarkozy. Son père était un migrant, nous sommes migrants en conclusion, nous sommes ses oncles. Et lui, il est mon neveu. Mais personne n'a pas trouvé la question à lui poser. C'est pour ça, moi, j'ai changé le terme de jungle en forum pour le respect des droits humains. Forum, un lieu de vie. Parce que quand nous étions arrivés, effectivement, c'était une jungle. Mais par nos mains et ce qu'on a dans la tête, on a pu changer ce lieu de forêt, en quelque sorte, jungle, en un lieu de vie. Il y a eu une école, il y a eu une église, il y a eu des églises, des écoles, des discothèques, des hôtels, même les Calaisiens, soit les touristes, soit les Anglais, ceux qui sont de passage, les journalistes, une fois qu'ils arrivent à Calais, qu'ils cherchent à manger, ils mettent sur Google des restaurants, ils prennent une voiture, ça les amène jusqu'au camp. Et ils mangent 2 euros, 3 euros. Mais ils se posent des questions, on est toujours à Calais, ils disent ouais, vous êtes à Calais, vous êtes les bienvenus. Et comme ils le savent tous, on a fait du partage à Calais, partager même comment est-ce qu'on dit, notre nourriture, les accueils par exemple, j'hébergeais, il y a d'autres aussi qui hébergeaient, et surtout l'amour du prochain. Un jour j'étais à l'école, il y a un fasciste qui est arrivé, il m'a dit, Zimako, toi on n'a rien contre toi. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, je vais te voir. Puis il m'a dit, j'étais arrivé ici, avant au début il n'y avait pas de la lumière. On rentrait au camp la nuit, on saignait les gens. Avec des coups de marteau, des pinces, on saignait les forests. Et, parce que je les appelle les forests, mes frères réfugiés. Et on saignait les forests gravement. Mais ton école, il y a mes enfants qui disent, papa, je vais aller jouer sur le terrain de jeu de l'école avec des chemins des dieux. Mais je suis venu vers toi, je vais discuter avec toi. Je dis, moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Peut-être que tu ne t'es pas approché des forests, des réfugiés pour savoir s'ils sont humains comme toi ou pas. Peut-être qu'ils sont plus humains que toi. Mais si tu ne vas pas à l'encontre de la personne, tu ne sauras jamais quel est son problème. Il dit, accompagne-moi dans la zone nord. Je dis, non, je ne peux pas t'accompagner. Tu vas seul, tu te poses, tu commandes ton café ou tu as ton thé ou ton chahier, tu discutes avec les gens, toi-même tu verras la différence. 30 minutes après, il est revenu vers moi et il pleurait. Il dit, j'ai eu des gens, ils ont discuté avec moi, ils n'ont pas fait, comment est-ce qu'on dit, ils n'ont pas vu la différence entre moi et eux. Ils m'ont pris dans les bras, il y a d'autres qui m'ont embrassé. Mais moi, ma famille même est très loin de moi. Ils ne m'ont jamais appelé frère. Il y a des gens qui m'ont appelé frère. Ils disent, effectivement, si tu ne t'approches pas d'eux, tu ne sauras pas le problème. Aujourd'hui, cette personne, il a adopté un Afghan de 17 ans. Parce qu'il s'est rendu compte que l'amour du prochain est très, le contact humain est plus intéressant que ce qu'il a chez lui. Aujourd'hui, après le démantèlement du forum, les réfugiés recommencent par revenir à Calais. Ils sont à peu près plus de 1000. Et c'est le forum de Calais qui a donné l'ultimatum au camp de la ligne à Grand-Sainte. Et c'est le forum de Calais qui est à la base de l'immigration, les gens qui sont actuellement à Stalingrad, à Paris. Actuellement, j'ai créé une association, Forum École du Chemin des Dunes. Je suis à la recherche d'aide, à la recherche de fonds pour acheter un local
il y a mon président là-bas, Laurent Mamier, pour l'association, trouver les fonds, acheter un local, refaire une école, une infirmerie, un accueil de jour, un centre juridique, une demande d'asile, une cuisine et des douches dans le local. Parce qu'à Calais, aujourd'hui, le problème de douche est un grand problème. Il y a beaucoup de forêts qui sont là, ils dorment dehors, malgré le froid. Il est difficile de prendre une douche. Le ministre avait validé ça. Le ministre de l'Intérieur avait donné l'autorisation de construire des douches, mais il y a Natacha Bouchard, notre nièce, qui a dit non. C'est pas possible que les associations mettent des douches à Calais. Et qu'est-ce que la police fait aujourd'hui? Quand ils voient un migrant, comme ils le disent, il enlève les chaussures. Parce que quand on était dans le forum avant, toutes les chaussures qui ont la bouche, les chaussures qui sont tachées par des bouts, quand la police te voit à Calais, il te fait des contrôles. Mais aujourd'hui, comme il n'y a plus le forum, quand la police te voit, il sent que tes migrants, selon eux, ils t'enlèvent les chaussures. Aujourd'hui, tous ceux qui marchent à Calais sans chaussures, ce sont des migrants. Merci. On peut faire tourner les questions juste pour un des derniers actes administratifs de la mairie de Calais. C'est un arrêté du 18 janvier 2017, une fois que la jungle, le forum ont disparu. Il y a un arrêté qui est publié par la mairie et qui organise la neutralisation du territoire, empêchant que les personnes se réinstallent là. Et donc les arguments qui sont produits par cet arrêté municipal sont des arguments qui s'en réfèrent à la biodiversité et qu'il est interdit effectivement que les personnes se réinstallent là pour des enjeux de protection du littoral. Et il y a un certain nombre d'articles qui relèvent de cet arrêté, et notamment l'article 5 qui est assez phénoménal après la présentation de Zimaco et de ce qui a eu lieu ici même, de cette école, de ces lieux décrits par Charlotte et Nicolas. Cet article désigne tout ça en creux et comment, puisqu'il dit l'organisation de manifestations sportives, culturelles, politiques, philosophiques ou de toute autre nature est interdite sur les sites de la Lande et de Jules Ferry, sauf dérogation accordée par la commune de Calais. Donc il est officiellement interdit de penser sur un territoire de la République, en l'occurrence sur la dite Lande de Calais, pour protéger l'environnement. Voilà où nous en sommes. Est-ce qu'on a du temps pour profiter moins de la présence de Zimaco? Il y a un micro. Ouais, Laurent, qui ne connaît pas Zimaco, donc il y a une question à lui poser. Ouais, je voudrais savoir si tu ronfles que quand tu es enrhumé ou si c'est tout le temps, parce que c'est pénible. Il y a un truc qui m'interpelle, et donc j'ai juste une chose à vous faire, c'est une chanson. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Juste un petit peu. C'est une chanson qui est tirée du livre de la jungle. À Calais, on n'a pas le climat qui permet de faire pousser des jungles. Et dans cet endroit, c'est 10 000 personnes qui ont vécu là. Je récuse le terme de jungle. Aujourd'hui, Zimaco lui préfère le terme de forum. Lorsque ce site était présent, c'était un ghetto. La définition du ghetto, elle est très simple et elle correspond tout à fait à ce qui était là. C'est un endroit où des personnes sont reléguées à l'extérieur de la ville, dans une zone de non-droit, avec une entrave à la liberté de circulation, une entrave à l'accès au droit, avec une réorganisation de survie. On parle de choses fantastiques, très humaines, etc. Non, c'est juste de la survie. Donc ça passe également par l'hospitalité, parce que l'hospitalité, c'est quelque chose qui nous permet de se sentir humain dans un endroit qui était complètement déshumanisé.
Il faut savoir que le ghetto de Varsovie, à la belle époque, c'était 35 000 personnes. Donc c'est pour vous donner une échelle de taille. On était à un tiers du ghetto de Varsovie. Et il a fallu moins de temps pour évacuer toutes ces personnes-là qu'il n'en a fallu pour virer le ghetto de Varsovie. Il a fallu 3 jours. 3 jours pour déporter 10 000 personnes. Donc non, c'était pas une jungle. Parce qu'à Calais, il n'y a pas de jungle qui pousse. C'était un ghetto. Et ce ghetto s'accompagnait d'une politique qui est toujours en place aujourd'hui, qui est une politique d'apartheid très dure. Mais vraiment très dure. Vous n'avez quasiment plus de réfugiés à l'intérieur de la ville de Calais. Il y a 1500 forces de police qui sont mobilisées en permanence pour empêcher toute entrée de réfugiés à l'intérieur de la ville de Calais. Donc c'est la chasse aux migrants, tout le temps, qui commence dès les accès de la ville, car cette ville, elle est entièrement barricadée. C'est une ville qui est entièrement barricadée, avec des points de contrôle, aussi bien au niveau des arrivées d'autoroute qu'au niveau des gares, avec un contrôle systématique et systématisé au faciès, légitimé par, dans un premier temps, les ordonnances, les arrêtés du parquet, et maintenant par le droit commun permis avec les nouvelles lois contre le terrorisme. Et cet apartheid, il existe toujours aujourd'hui et il est acté. C'est-à-dire que les réfugiés, parce que ce ne sont pas des migrants non plus. Alors ce sont des forests, mais ce ne sont pas des migrants, ce sont véritablement des réfugiés. À Calais, on n'a que des personnes qui, à un moment donné, n'ont pas eu le choix de partir. Mais bon, si jamais c'était le cas, dans ces cas-là, ce serait une très belle ville touristique. Mais ce sont malheureusement pas des gens qui ont suffisamment de moyens et à qui on laisse suffisamment de moyens pour être juste des touristes. Alors après, migrants, réfugiés, politiques, économiques, etc. Tout ça, ce ne sont que des mots et des catégories totalement artificielles. Il n'empêche que je peux pas, en tant qu'habitant de Calais, entendre ce terme de jungle. Déjà parce que de une, ça a une connotation qui est extrêmement raciste. De deux, parce qu'on reprend finalement le champ lexical et l'argumentaire que veut nous imposer les différents gouvernements qu'on a eu à affronter, et puis parce que ça correspond pas du tout à ce qu'on a eu sous les yeux, nous, et à ce qu'on vit encore aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, tout ce que vous avez vu là, il faut savoir que c'est la belle époque. C'est la belle époque. Là, à Calais, on a des nuits où ça commence à 22h, où ça finit à 7h du matin, et où la température ne passe pas au-dessus de 0. Il y a à peu près 150 mineurs isolés qui sont actuellement à Calais pour une population de 700 personnes qui dorment dehors, et où la principale réponse de l'État pour ces personnes, c'est le harcèlement, érigé en principe, et la violence érigée en politique. Et donc là, je vais maintenant aborder un autre sujet qui est celle de la violence policière, et qui est une violence absolument infernale. Elle n'est pas innommable, parce qu'on va la nommer, mais elle est absolument infernale. La moyenne pour les gamins qui habitent dehors à Calais, c'est 4 heures de sommeil. C'est pas 4 heures de sommeil par nuit, parce que la nuit on peut pas dormir. La nuit on peut pas dormir parce que la police vient. Si jamais on installe une tente, la tente sera détruite. Si on se met dans un duvet, le duvet sera gazé. Et si on a le malheur de ne rien avoir, eh bien ce seront les baskets qui vont être piquées, les chaussures. Et on parle là bien de traitement organisé, à la fois au plus haut niveau de l'État, jusqu'au moindre sous-fifre des forces de l'ordre. Donc c'est ce harcèlement, c'est cette violence qui est aujourd'hui la seule politique qui est mise en place à Calais. Et cette violence, elle est directement adressée à des mineurs, à des femmes isolées, qui vivent dans des conditions qui sont absolument innommables. 4 heures de sommeil, c'est pas la nuit, c'est quand on peut. C'est 4 heures de sommeil dans la journée, c'est une demi-heure par-ci, c'est une demi-heure parce qu'on va aller à l'accueil de jour du Secours catholique et on a bu un thé, on peut se reposer avant de se faire virer dehors parce que de toute façon il n'y a pas d'hébergement de nuit à Calais qui est aujourd'hui proposé.
De même que la warehouse qui effectivement fait un très bon travail, mais qui est interdite aujourd'hui aux réfugiés. Il n'y a dans cette warehouse que des bénévoles. Alors c'est un fonctionnement qui a été un choix que je ne partage pas évidemment, mais voilà, ça va jusque dans les associations. Il faut savoir que le 23 septembre dernier, nous avons organisé une manifestation, une marche pour la paix, qui a été très durement réprimée. Le résultat de cette manifestation, ça a été 6 arrestations, une vingtaine de blessés parmi les manifestants. Il faut savoir que les associations ont dealé avec la préfecture pour que cette manifestation pour la paix et qui voulait parler des réfugiés se fasse sans la présence de réfugiés pendant cette manifestation. Et les associations, elles ont accepté ça. Elles ont accepté ça. Et donc, c'est toute la société civile et à Calais qui est rentrée dans ce jeu-là, qui est rentrée dans ce jeu d'apartheid. Et le travail que veut faire Zimaco, de remettre en place quelque chose en centre-ville, de remettre en place le service minimum que l'État n'assure pas, ça sert aussi à casser cet apartheid. Ça sert aussi à casser cette politique qui n'est basée que sur la violence, que sur le harcèlement des personnes qui sont les plus vulnérables dans notre société. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que voilà, tout ce qui me resterait à faire là, maintenant, devant vous, ce serait à enlever ma veste, à me verser un bidon d'essence et à m'immoler pour vous alerter sur la situation. Mais je peux vous assurer. Bonsoir, c'est peut-être un peu compliqué de parler après ce monsieur. Je m'appelle Kaina, je suis architecte depuis pas très longtemps et c'est des questions... Le micro un peu plus. Ah pardon, comme ça, vous m'entendez? C'est pas vraiment une question peut-être, mais une remarque que j'aurais. Vous avez évoqué au début de la conférence le cas de l'Amérique latine, donc qui est peut-être, oui, un cas extrêmement similaire, peut-être à une autre échelle, peut-être aussi dans d'autres conditions, on va dire politiques, peut-être humaines. Mais ce qui m'intéresserait, c'est que d'un point de vue juridique, donc on voit qu'il y a, enfin, clairement, le monsieur vous parliez des violences policières, donc je pense que c'est aussi dû à une politique de la ville. Et c'est des questions qui m'ont intéressée pendant mon diplôme, notamment parce que j'ai dû avoir affaire aux politiques de la ville, notamment des mairies communistes, qui n'étaient pas forcément, enfin, qui dans l'idée étaient pour, mais qui dans les actes étaient contre par rapport à la population autour, qui a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et en fait, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il n'y a pas un espèce de flou juridique ou une espèce d'action qui serait, on va dire, en dehors du système juridique, qui pourrait permettre, dans un premier temps, j'imagine, une pérennité pour ces villages, pour ensuite construire autre chose. Je ne sais pas si je suis assez claire. C'est la question sur le bidonville qui a réussi. C'est-à-dire que c'était effectivement quelles sont les brèches, non c'est ça, enfin les territoires, les brèches dans lesquelles on peut travailler pour que effectivement pour mettre à distance le passage à la pelleteuse. C'est un peu sur des questions juridiques. On aurait des réponses, on les aurait effectivement mises en œuvre, sauf qu'effectivement un certain nombre de personnes qui travaillent tout à la fois. Ce qui était évoqué à l'instant par Laurent, je veux dire que c'est un assemblage de questions. La première des questions, c'est le respect d'un certain nombre de droits les plus élémentaires humains qui font que on arrive à reconsidérer que ces personnes-là ne sont pas des terroristes, mais effectivement des personnes qui cherchent refuge, à partir de quoi le renversement même des politiques publiques à conduire peut s'opérer. Donc il y a quand même effectivement un certain nombre de ressources juridiques qu'on connaît, c'est-à-dire que ça va de la Convention de Genève, un certain nombre de textes qui sont disponibles, mais quelles sont les conditions qui nous sont données pour lire ces textes afin d'éviter que se produise ce qui se produit aujourd'hui, ce qui continue de se produire. Et donc c'est ce sur quoi on essaie de travailler, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait loi? C'est-à-dire que ce qui fait loi, c'est, nous semble-t-il, un agglomérat de textes, images et récits qui font que quand on regarde la jungle ou quand on regarde
Zimaco, ce qu'il disait extrêmement bien tout à l'heure, c'est-à-dire que Zimaco à Calais, quand il marche dans la rue, est un migrant. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que on peut mobiliser tous les textes qu'on veut, c'est qu'est-ce qui fait que ce regard-là est porté ainsi, et que ce qui est déclenché, c'est la mobilisation de 18 unités mobiles pendant 1 an à Calais, qui nous coûte, entre parenthèses, 150 000 € par jour pendant plus d'1 an et demi, dont 50 000 € pour loger 16 unités mobiles, parce qu'on a en capacité d'accueil à Calais que 2 unités mobiles en casernement, etc., etc. Donc c'est aussi, on n'a pas parlé de ça, mais de la déraison juste en termes économiques, si on était juste pragmatique, c'est-à-dire que ces politiques-là qui sont conduites, sans s'en référer même au droit, économiquement, est une tragédie pour la collectivité. C'est-à-dire que c'est des millions et des millions et des millions d'euros, et en sachant même que ce qu'a obtenu la mairie comme mesure compensatoire pour la dite crise migratoire, c'est le financement à hauteur de 275 millions d'euros d'un parc d'attractions qui va sortir de terre en 2019, qui se nomme Heroic Land, et qui est consacré aux héros de jeux vidéo. Et donc voilà où on en est des politiques publiques qui sont conduites. Donc on peut juste même s'en tenir simplement à la rationalité économique et se dire qu'effectivement ce que la violence et le coût de celle-ci, je veux dire très pragmatiquement, presque cyniquement, est invraisemblable et conduit à ce qu'effectivement le désastre soit aggravé. Donc il y a un certain nombre d'involutions, de représentations et une violence qui gouverne, qui est effectivement le fruit d'une déraison qui gouverne à tous les endroits. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de forces, de ressources et de personnes qui travaillent sur toutes ces questions. Le Pérou en est un tout petit fragment. Il y a des équipes de juristes, etc., que le chantier est lourd et complexe de cette manière, parce qu'effectivement, ça aussi on l'a un peu évoqué, c'est-à-dire que ce qui fait loi n'est pas que le fait, ce que disait Antoine tout à l'heure, d'un méchant gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en partage dans la responsabilité d'une certaine manière de la tragédie. Donc on a beaucoup à apprendre, y compris nous-mêmes, dire que ce que disait aussi Charlotte, on est allé pour apprendre, dire si on et comment on travaille à rénover ce répertoire des savoirs et à transformer ce qui opère aujourd'hui et ce qui fait loi en deçà même des textes disponibles. Et Dieu sait si on a des textes pour faire front, mais ça n'est pas suffisant. Bonsoir. Non, je me posais la question de savoir si dans votre travail d'inventaire, ou je ne sais pas si le terme est le bon, mais de l'espace que vous avez parcouru et qui a maintenant une autre forme, est-ce que vous avez relevé aussi les zones d'inconfort, parce que vous parlez beaucoup de visualiser ces endroits comme une ville potentielle. Enfin, je ne sais pas comment vous en parlez, mais c'est ce que j'ai compris. Donc ça pouvait être peut-être l'embryon d'autre chose, etc. Et je ne vois que des relevés de solidarité, voilà. Or, j'imagine qu'il y fait très froid, qu'il y fait très sale, qu'il est difficile de s'y laver, voilà. Et toute cette violence humaine, j'imagine, participe du projet de transformer cet embryon de ville en autre chose, et que l'évaluation doit se faire à tous les niveaux si on veut upgrader la chose. Enfin, je sais pas comment on dit. Voilà. Juste, alors, Charlotte va répondre techniquement, mais juste un point de principe. Ah oui, alors, non, alors juste le principe, après Charlotte parle. Mesdames et messieurs, il est 20h30. Nous vous rappelons que le musée sera fermé à 21h. Dès 20h50, nous vous inviterons à bien vouloir regagner la sortie. Merci. Merci. Non, le Pérou, quels que soient les... Donc on était à Calais pendant 2 ans, enfin toutes les situations sur lesquelles on travaille, elles sont caractérisées par le fait que ce sont des situations qui sont de crise et que la boue, la violence, le froid, etc. sont contenus même dans le fait qu'on y soit. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas
au travail à Jungle parce que la situation est complexe. Donc déjà, juste la complexité, elle est contenue dans le fait qu'on y soit. Ce sont bien des situations qui sont caractérisées par le fait qu'elles sont invivables. La question que l'on se pose, et c'est la raison pour laquelle on fait ce travail-là, c'est comment effectivement sortir de cette situation invivable, qui implique qu'elle est invivable parce qu'il y a de la violence organisée, parce qu'il y a de l'abus, parce qu'il y a des non-aménagements, etc. Donc c'est un ensemble d'éléments qui concourent à l'inhabitable. Et la question, c'est comment on en sort. Et juste la méthodologie qu'on met en œuvre, d'où ce travail-là, c'est de se dire, première hypothèse, on détruit, on évacue, on expulse, on place et on déplace. Et celle-ci, elle est, disons pragmatiquement aussi, ça fait des années qu'elle est expérimentée, et on voit, sans question morale, qu'elle fait se reproduire le même. Donc c'est une hypothèse qui a été mise en œuvre et qui est nulle et non avenue, on peut conclure ça. Deuxième hypothèse, celle sur laquelle on travaille, c'est se dire comment effectivement on repère dans ce qui est une situation désastreuse, ce qui n'est pas de l'ordre du désastre, et on suit l'hypothèse, et ce qu'on a élaboré dans un faux magazine municipal qu'on distribue dans la rue de Calais, que l'une des réponses plausibles possibles à mettre en œuvre, c'est faire de la place à ce qui est du désastre n'est pas de l'ordre du désastre. Donc on cartographie ce qui s'affirme, ce qui s'invente, ce qui se construit, comme effectivement une ressource méthodologique pour penser la transformation de ces lieux-là. Donc la question de la complexité et de la difficulté, elle est inhérente au récit qu'on en fait, et d'ailleurs on le traduit, on se dit bien qu'il faut en sortir, il faut transformer la situation. La question, c'est quelles sont les ressources de la transformation, et l'hypothèse qu'on produit, qu'on propose, c'est de partir de ce qui n'est pas le désastre et de comment on travaille à intensifier, à augmenter la réalité urbaine de cela. Excusez-moi, mais pourquoi ne pas cartographier l'invivable pour justement le traiter ? Vous avez l'air de cartographier le vivable pour... Oui, c'est une excellente question. C'est juste qu'avant d'avoir les moyens de pouvoir le traiter, il s'agit de convaincre. Et donc, parler de la jungle comme un potentiel, comme un bidonville qui pourrait devenir ville, ça pourrait être quand même vu comme un préalable. C'est-à-dire que c'est comme quand on travaille dans les bidonvilles en Essonne, etc., où la première chose dite, c'est qu'il y a plein de déchets. Bon, effectivement, je pense que ma propre maison serait la même si on arrêtait de me ramasser les poubelles devant chez moi. C'est-à-dire qu'on ne ramasse pas les poubelles chez les gens, donc il y a des déchets. Donc il y a aussi le fait que la politique fabrique la situation, mais avant même de devoir trouver 500 000 € pour m'acheter un camion benne, j'essaye d'utiliser un autre levier qui est de dire il y a des méthodes pour... ceci pourrait devenir une vraie ville, tout comme aujourd'hui plein d'urbanistes analysent des bidonvilles à Rio, etc., en disant ceci est un bidonville qui, avec telle mesure, pourrait devenir une ville. Mais avant d'en être là, il faut voir que c'est une ville potentielle. C'est-à-dire que là, Calais, c'était même pas un bidonville, c'était rien. Et donc, c'était un petit peu pour rappeler qu'on était sur de l'urbain, parce que là, pour l'instant, c'est une lande. Voilà. Et le récit du désastre est tout combien fait à longueur de journaux, de papiers, de reportages, etc. Donc, dire que finalement, on est bien au courant, dire que je pense que vous le saviez. Je parle pas de récit, je parle d'inventaire. Oui, mais l'inventaire, oui. Après, l'inventaire, la Datar a fait faire un inventaire il y a quelques vingtaines d'années, trentaines d'années, etc., en assumant que les personnes qui font l'inventaire ne sont pas des spécialistes, mais sont des personnes qui font des inventaires partisans. Et donc, c'est aussi un petit peu ce qu'on raconte, c'est-à-dire que moi, je fais l'inventaire qui m'intéresse, Nicolas fait... C'est-à-dire qu'on a tous un inventaire qui est aussi le nôtre, et on n'est pas mentionné par le ministère pour faire une espèce de fausse idée de la réalité qui, en fait, n'existe pas. Je pense qu'on assume tous d'être une forme d'artiste, sauf que si on dit qu'on est artiste, on n'est pas entendable en tant que spécialiste. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a ce côté partisan qui est assumé. Il y a eu une expérience de ce genre-là à laquelle j'ai fait allusion. C'est Chicago, dans les années 30, là où des sociologues, des enquêteurs, des psychologues très informés au sens anglais du terme par le pragmatisme, mais ayant oublié les grands textes philosophiques, se sont aperçus de ce que c'était qu'une ville moderne. Après, ça a été pris dans d'autres courants, c'est d'interactionnisme symbolique, pas du tout là. Il y a une série d'enquêteurs qui se sont dit, mais là, il y a des horreurs, il y a de la violence, il y a de la drogue, il y a des clans qui se battent entre eux, et alors ?
C'est là que s'invente la ville moderne. Et ce geste-là est le contraire de la proclamation. C'est-à-dire, donc c'est pas une réponse directe à vous, c'est le danger de mêler une envie légitime de sortir de l'horreur et la posture même qui consiste à dire quelle horreur et nettoyons-la. Donc c'est sur cette frontière-là que le Pérou, qui se fait aussi critiquer à gauche et à droite, tient une ligne qui est en effet un peu difficile à formuler, donc je vous remercie de votre question, et qui consisterait en quelque sorte à dépasser l'indignation, parce que c'est une interrogation sur nous-mêmes. C'est que quand je m'indigne, indigné, ça veut dire que je suppose que les autres personnes sont dans une situation d'indignité. Or, l'expérience, et le mot expérience fait aussi écho à cette posture pragmatiste, genre regardons des réalités plurielles, violentes, déchirées, pas du tout un monde joyeux et sympathique, se disent mais c'est là, il n'y a pas d'autre monde que celui-là, qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? Or, ça va de points très concrets, c'est-à-dire cette expérience qu'on a tous eue dans la jungle, une joie, une force, une capacité de création très puissante, et surtout de l'autre côté, que le geste programmateur, là, écrire ce qu'est l'avenir. Je ne vois pas ce qui se passe là, bien, mal, très bien. Il faut aussi écrire ce qui se passe mal, hein, ça, vous avez raison. Je l'éradique pour faire un plan. Alors ce geste pour les architectes, il a beaucoup de sens. Hein. Partir de ce qui existe, la formule elle est vraie, hein, elle est trop simple. Ce qui existe, on ne le sait pas. Il est pluriel, il est ouvert, il est en train de se faire par les acteurs eux-mêmes. Donc ce geste de confiance fait à des gens qui, à cause d'une situation de misère, donc ça ne la nie pas du tout, ou de déplacement, de séparation des leurs, etc., reconstruisent des zones vivables, c'est ça qu'on essaye de recueillir. Ça ne veut pas dire que c'est l'idéal et qu'ils sont dans un salon du 16e, mais je ne crois pas que le salon du 16e les ferait plus vivre, c'est un peu ce que disait Sinaco. Donc partir de ces forces qui ont construit des lieux vivables sur de l'invivable, ça reprend beaucoup l'expérience de l'Amérique du Sud, en effet, et les expériences qui sont partout maintenant dans le monde, hein, en Inde ou autre. Oui, les gens arrivent à vivre quand même. Et ce à vivre quand même, ça veut dire que le souligner, le partir de ça, ça veut aussi dire une posture complètement différente de celle de la programmation. Il y a un bouquin qui résume, je trouve actuellement, ce moment où la politique change de nature, là, arrêtons de dénoncer, de lever les poings contre un système. Qu'est-ce qui se passe? C'est le titre du bouquin d'Haraway dont je parle, c'est Staying with the Trouble. Je crois qu'il n'y a pas une meilleure façon de définir ce qu'est la politique aujourd'hui. C'est pas de dessiner des avenirs glorieux, dès qu'on les réalise, c'est des camps de concentration, on va dire. Non, c'est de partir de ces façons de vivre multiples, différentes. Et le mot même d'hospitalité, parce qu'il y a eu des grands débats philosophiques, dit ça. L'hospitalité, c'est l'hôte. Hein, on a dit gentil, on a perdu le sens de l'hospitalité. Allons donc, c'est hostile. L'hospitalité, c'est de reconnaître qu'il y a des étrangers. Et s'il y a des étrangers, il faut des gens différents de nous. Il y a des heures, on ne les aime pas au début, et on crée des règles pour vivre avec. C'est ça qui est derrière l'hospitalité. C'est une hostilité aménagée. C'est le même où on fait avec l'hostile. Si on est tout le temps en train de se battre, ça nous coûte plus à nous aussi. Donc, vivons avec d'autres, ne leur imposons pas nos valeurs et créons des règles diplomatiques. La diplomatie, c'est un art de la guerre, c'est pas un art de la paix. Créons des règles pour ne pas nous foutre sur la gueule tout le temps et du coup faire émerger ces mondes pluriels, des tas d'identités, de communautés. Vous voyez, tous ces mots, essayer de les réduire à des identités fixes. Non, vivent ensemble parce qu'ils ne savent pas ce qu'est l'autre et qu'ils l'acceptent sans imposer ses valeurs. C'est des leçons très fortes, mais ça, il faudrait formuler de façon plus élaborée, mais c'est pas ce débat qu'on nous renvoie assez souvent qui est ah ben oui, mais du coup vous euphémisez ou ça donne une version toute rose et souriante de la jungle. C'est pas ça. C'est renoncer plutôt que dénoncer à un certain nombre de solutions qui consistent à dire aux gens où on les met et à se dire que la plupart des choses, les gens en ont l'expérience et le savent. Puis un dernier petit point, c'est que du côté des aidants de Calais sur lesquels j'ai travaillé, c'est exactement l'expérience vécue que j'ai eue, mais des dizaines de fois. C'est-à-dire en effet un peu ce que tu racontais, là t'en prenais un dur avec une véritable conversion quasiment. Mais la vieille dame catholique qui a fait toujours des cours aux pauvres, pour prendre un vocabulaire du 19e, là, alors là, Hollande a une vraie responsabilité. Il n'y a pas eu le moindre mot pour dire que être gentil avec des migrants, même à ce niveau-là, c'était une attitude simplement humaine. Donc elle est un peu perdue. Les quelques-unes qui sont allées, les quelques-unes,
au Secours catholique, on dit qu'ils n'ont jamais eu autant de propositions d'aide. Il y en a quelques-unes qui sont allées faire des cours dans la jungle, mais quand elles en parlent, elles disent « mais moi j'ai jamais rien vécu d'aussi riche, d'aussi dense pour moi que cette expérience-là ». Ce qui n'est pas de l'euphémisation. Ça veut bien dire que, ben oui, aller au boulot d'un, puis se méfier de l'autre, c'est aussi se méfier soi-même. Et quand elle disait ça, c'était avec de la joie. Elle n'y allait pas comme une corvée ou comme un geste, on se force pour aider des miséreux. C'est aussi une leçon sur l'expérience. Comme les migrants, tous ces mots collectifs, on dit les migrants, ils sont dans le noir, là, sombres, passés avec leur cagoule. Non, c'est pas les migrants, c'est un tel, c'est Ahmed que j'ai rencontré ce soir, c'est cet enfant-là qui apprend le français en 6 mois. Et toutes ces expériences-là ne dénient absolument pas la situation de crise, la boue, le froid, dont ils essayent de sortir. C'est une façon de dire que oui. Vous savez, un nom initial du pragmatisme, c'était le vitalisme. Ils ont hésité avec ça. Je trouve que c'était presque mieux que le pragmatisme, qui va dire, ah oui, on s'occupe de la pratique, puis on n'a pas de grands principes. Sarkozy est pragmatique, il change de ligne tous les 3 mois. Non, c'est ça qu'on dit. Non, c'est pas ça le pragmatisme. C'est partir de ce qui existait. Vitalisme, c'était une assez bonne façon de dire ça. Non, dans les pires endroits, là, la vie prend ses droits avec sa violence, et c'est ça qu'il faut essayer de suivre. Je fais un peu de la contre-rhétorique, hein, c'est pas la question de décrire l'envers, mais dire quelle horreur. J'avais travaillé un peu pour voter au 19e, c'est pour ça que j'ai ça. Ce geste, quelle horreur, il doit être analysé. Hein. Quelle horreur, ça veut dire quoi? C'est qui je ne peux pas supporter de les voir là. Je ne peux pas supporter de les voir dans cet état. Tiens, ben, eux, ils le supportent, ils sont bien obligés, et ils en font quelque chose. Peut-être qu'il faut dépasser cette horreur, cette indignation aussi, et se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec, ce qui n'est pas nier la violence de la situation. Je voudrais juste ajouter très rapidement quelques mots, puisque vous parlez d'inventaire. Je pense aux rats, par exemple, je pense aux maladies, je pense aux violences policières, je pense à toutes ces choses dont effectivement on n'a pas énormément parlé ce soir. C'est vrai que la jungle, il y a des mafias, il y a du trafic, il y a de la prostitution, il y a des viols, il y a des agressions, il y a des morts, il y a des blessés. Il y a énormément de choses qui sont négatives, justement. On peut aussi en faire l'inventaire. J'aurais juste une question à vous poser, c'est est-ce que c'est pas la même chose ici? Est-ce qu'il n'y a pas des rats ici, des viols, des mafias, des prostituées? Et est-ce que finalement, c'est pas juste des choses qu'il faut apprendre à gérer? Charlotte parlait du camion poubelle, c'est-à-dire à un moment où la puissance publique va prendre en charge un certain nombre de choses, faire des campagnes de vaccination pour s'occuper des enfants, pour pas qu'ils tombent malades. Mais comme elle le disait très justement, c'est accepter que ça fait partie de la ville. C'est des gens dont on s'occupe, parce qu'ils sont sur notre territoire, ou alors dont on ne s'occupe pas. Et à partir du moment où on accepte ça, on peut régler les problèmes de maladie, de propreté, de trafic et de violence. Mais ça, finalement, on sait un petit peu comment faire tout ça. Régler les problèmes de maladie, de rats, de feu et d'ordures, c'est des choses qu'on connaît un petit peu depuis longtemps. Et je ne connais pas, moi, de ville où il n'y a pas des problèmes comparables, même si c'est pas la même échelle, c'est pas forcément la même violence. On peut retrouver des phénomènes assez semblables dans tous les environnements urbains du monde, pour moi. Un grand merci. On va devoir finir là. Pour le départ, pendant qu'on parle, je mets juste 3 images de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval qui ont fait un film absolument incroyable dans la jungle qui se nomme l'Heroic Land et qui, on l'espère, va sortir dans les salles. Il fait 3h40, mais il est présenté à un certain nombre de festivals, donc on fait tourner comme ça pour pour partie. Et puis on peut vous distribuer un certain nombre de documents de Zimaco au sujet de l'association. Ça serait bien que ça circule et voilà. Et encore une fois, merci pour l'accueil. Merci à vous et merci à tout le monde d'avoir été avec nous.